parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. En ce jeudi matin, bienvenue chez les Grandes Gueules, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, c'est le but de cette émission. Les Grandes Gueules sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous, à l'international, vous êtes très nombreux à nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais aussi sur Twitter, évidemment, le réseau social qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, si vous souhaitez en tout cas, réagir sur nos sujets, soit vous partez là, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il faut composer. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les GG. Au menu, on s'intéresse à l'actualité depuis donc la disparition de son leader premier le 29 janvier 2016. L'UPG n'est pas allé mieux, oui, aux prises en tout cas deux héritiers revendiquant chacun un droit de succession à la tête du parti de l'Union pour le progrès de la Guinée jusqu'au 5 septembre dernier avec la chute d'Alpha Condé. Les cartes ainsi rabattues, l'heure est de nouveau donc de repositionnement donc à l'UPG comme dans les autres formations politiques. L'avènement du CNRD est commenté en ligne de mire. La transition dont les termes restent à définir. Nous posons des questions ce matin. Quelles sont les propositions de l'UPG pour la transition guinéenne? Le président de l'UPG sera avec nous ce matin dans ce studio. Jean-Alfred Matos, président de l'UPG, il sera avec nous dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Un moine catholique agressé et traîné donc par une population en colère à Kindoumaya, à Koya, au monastère donc catholique. Les choses sont allées plus vite que prévu. Un vieux conflit donc à rebondissement portant sur un domaine attribué donc à l'église catholique depuis une trentaine d'années a fini donc par dégénérer avant l'intervention donc des forces de l'ordre. Laurent Aimable Leno, secrétaire général du conseil, sera avec nous ce matin dans cette émission Les GG. Et puis on s'intéressera aussi aux vrais gens dans cette émission Les GG. Le problème, c'est nous les hommes en boubou. Un imam brise le silence sur la transition et les dérives donc qui ont conduit, il indexe les religieux et les coordinations régionales qui, dit-il, ont préféré chercher à s'enrichir. Qu'est-ce qui fonde ces déclarations? Et là, Mohamed Chérif Abdallah, imam, il sera avec nous ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur, encore une fois. Merci de rejoindre l'équipe des GG. Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue, mon cher Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Diba, vieux Diba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, Mafoudi Abangoa. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Oh là, allez, bienvenue. On s'intéresse évidemment à l'actualité. Oui, c'est le Dalin pour la Constitution de 2010. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas, franchement. Bon, le président de l'UFDG a accordé une interview à Jeune Afrique, une interview dans laquelle il a abordé la question donc de la Constitution et en répondant donc à la question du journaliste sur quelle réforme il fallait apporter à la Constitution. Est-ce que le choix des deux constitutions qui sont derrière nous était possible? Il a fait savoir qu'il était favorable à la Constitution de 2010. Bon, ce qui s'est passé, c'est que dans la rédaction de l'article, nous ne savons pas trop, parce qu'on a parlé avec le correspondant de Jeune Afrique qui est ici à Conakry. Il avait dit que c'était un lapsus au niveau de la base. Il avait effectivement écrit 2010. Sauf que sur Jeune Afrique, c'est apparu 2020. Alors, ça a provoqué un tollé sur la toile. On ne peut pas comprendre comment celui d'Alain Diallo, qui a été contre le changement constitutionnel en 2020, puisse se montrer favorable aujourd'hui à la Constitution de 2020. Mais en même temps, le choix de la Constitution de 2010 reste quand même aussi sujet à discussion.
parce que c'est une constitution qui a été abrogée. Et mieux que ça, il y a que depuis que le colonel est arrivé, il met beaucoup plus l'accent sur la réécriture de la constitution. La refondation. La refondation de l'État, mais surtout la réécriture de la constitution. Et sur cette question précise, il ne demande pas d'avis, il le dit avec beaucoup d'insistance. Donc je ne sais pas trop si Selou s'est dit favorable. Je crois que d'autres aussi pourraient se montrer assez clair là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui a des répondants, qui a de soutien. Il est à la tête d'une alliance. Est-ce que c'est déjà une question, une pomme de discorde qui pourrait apparaître clairement entre la réécriture et la remise à jour de la Constitution de 2010 et qui a été abrogée? C'est donc une question centrale à laquelle on pourrait s'attendre dans les prochains jours. Voilà, je disais malentendu, mon cher Tamba. Oui, malentendu, finalement, c'est découlant de la presse. Parce que logiquement, moi, quand j'ai lu le texte, le bout de texte où Selou Dalein intervenait, j'ai tout de suite deviné qu'il s'agissait de la Constitution de 2010 et pas celle de 2020. Parce qu'il disait qu'il trouve que c'est tout à fait pertinent de conserver la Constitution, l'article a dit de 2020, parce que les jeunes se sont battus pour la défendre. Les jeunes qui sont tombés pour défendre la Constitution, c'était pas celle de 2020, c'était celle de 2010. Donc logiquement, même si par lapsus, Selou avait dit 2020, on aurait compris qu'il s'agirait les grandes gueules 2010. Mais moi, j'analyse tout ça sur deux volets. Le premier, c'est vraiment sur le terme. Je le disais en riant ce matin, quand on dit que quelqu'un est favorable à quelque chose, ça veut dire qu'il n'y est pas contre. Il ne va pas y opposer de résistance, d'opposition. Et donc, être favorable à quelque chose ne dit pas non plus que l'on rejette une autre. Moi, c'est comme ça que j'ai analysé les termes qui ont été utilisés. Maintenant, de l'autre côté, c'est le deuxième volet que je souhaitais souligner. Vous avez vu le colonel Mamadi Doumbouya, dès qu'il a pris la parole, on a pris la parole pour donner à la Guinée une nouvelle constitution. Pardon, on a pris le pouvoir pour doter la Guinée d'une nouvelle constitution, une constitution inclusive qui ne cible pas une partie. En fait, c'est un projet de putsch. La réécriture de la constitution guinéenne, si vous voulez, l'écriture de la constitution guinéenne est un projet de putsch. Ça n'a pas été posé comme objet de débat. On est venu, on a pris le pouvoir. Entre autres, nous voulons que la justice soit établie, mais pour ça, nous voulons écrire une nouvelle constitution. C'est comme un projet politique, hein, ce qui est arrivé autour de la constitution. Maintenant, il faut quand même dire que on écrit une constitution pour un peuple, avec toutes ses composantes, celles que l'on entend et celles que l'on n'entend pas. Est-ce qu'un débat va être posé autour du sujet de la Constitution? Ça reste justement une préoccupation. Parce que jusque-là, on a entendu, lors des concertations, des gens réagir à la forme de la transition, les gens réagir au délai de la transition, les gens posaient leurs préoccupations. Jusque-là, c'est vraiment ce qu'on a entendu. On n'a pas entendu, en tout cas de toutes les déclarations qu'on a vues, on n'a vu aucune qui s'oppose vraiment à l'idée d'écrire une nouvelle constitution en Guinée. Alors, si tel que c'est présenté de cette façon, être favorable ne suppose pas être contre l'idée de l'écriture d'une nouvelle constitution, il n'y a pas de problème. Mais si derrière, et ça quand même il faut le souligner, d'après certains bruits que nous entendons déjà, certaines composantes de l'ANAD ne sont pas vraiment, regarde à cette junte avec beaucoup de prudence. Pour elle, il y a déjà quelques dérives qui menacent la suite du processus. Les grandes gueules. Bien entendu, c'est déjà un gros brandon de discorde, parce que le nœud de l'action du CNRD s'appuie justement, c'est bien cette histoire de constitution. Merci beaucoup. Allez-y, ma chère Mafoudia. Alors, je crois il y a encore quelques jours, j'ai échangé avec un monsieur qui faisait partie de l'équipe qui avait été mise en place pour mettre en place la constitution avant l'élection de 2010, qui était très remonté par rapport à certaines réactions, dont celle de Papakoli quand il disait que la constitution qui date de 2009 à 2010 est un torchon. Ouais. Il dit, mais comment est-ce possible? Parce
parce que c'est une constitution qui a été rédigée avec toutes les forces vives de la nation et même avec de l'expertise sous-régionale et internationale. Donc il y avait un travail de fond qui avait été fait. Aujourd'hui, on se retrouve à se poser la question sur la nécessité de repartir avec une nouvelle constitution. Moi, je pense que oui, il y a de quoi, parce que quand on se souvient la manière dont le travail a été fait en 2020, on s'est retrouvé avec des caciques du RPG Arc-en-Ciel et du pouvoir qui ont fait de notre constitution ce qu'ils voulaient. Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas eu une concertation, il n'y a pas eu une concertation inclusive de toutes les forces vives comme on a connu en 2010. Et moi, je suis certaine, je suis convaincue qu'il y a de quoi retravailler sur cette constitution pour donner à la Guinée une constitution qui tienne compte des aspirations du peuple. Donc en même temps, moi, ce serait trop banal d'aller sur les réactions des uns et des autres, ce que pense Selou, ce que pense Sidia, ce que pense... Non, ce que je veux dire, écoutez. C'est une force. Non, ce que je veux dire, comprenez-moi. Écoutez-moi. Ce que je veux dire, c'est pas, je sais pas la dimension qu'il y a qui est le problème. Parce que la Guinée est plus grande que tout le monde individuellement. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc du coup, quand on pose une telle question, ce serait encore se mettre dans des erreurs que d'aller sur des petites sorties ça et là. La nécessité est là. Le plus important, c'est que la nouvelle équipe qui est là puisse mettre en place une commission pour corriger, ne serait-ce que la constitution de 2020. C'est une erreur de dire à la sortie minime qu'elle soit de Selou Dalein Diallo que c'est une petite sortie. C'est ma lecture. C'est ma lecture à moi, parce que moi je pense que, encore une fois, nous devons sortir de cette considération partisane par-ci par-là. On a un problème qui concerne la nation. Quand on va encore s'inscrire dans cette logique, on va écouter un tel qui dit qu'il voudrait qu'on change ici ou par là. Après on se retrouve dans des détails. Moi je pense que le plus important, c'est de se dire aujourd'hui qu'on a besoin de partir avec une nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Toutes les forces vives pourraient encore se retrouver pour apporter le peu qu'il y a apporté pour qu'on puisse partir de plus belle. Voilà, allez-y mon cher Diba. Le débat sur la constitution en principe ne devrait pas se poser, parce que lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, on est dans une nouvelle république. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut repenser. La constitution de 2010, c'est un point clé des accords de Ouagadougou. Vous savez, dans les accords de Ouagadougou, on prévoyait la mise en place du CNT qui devait faire office de l'Assemblée, puisqu'on était dans une phase transitoire. Et donc, c'était un accord entre les forces vives de la nation et qui, à mon sens, était quand même doté d'une légitimité et d'une légalité. Parce que la loi, c'est les hommes. Lorsque les hommes se mettent d'accord qu'il faut mettre en place une loi, vous devez la respecter. Donc, beaucoup ont dit à l'époque que le groupe Alpha Condé avait violé systématiquement les accords de Ouaga, ce qui fait qu'aujourd'hui, même ceux qui ont fait ce putsch, Doumbouya et son équipe, étaient déliés des accords de Ouagadougou, parce que ce sont les civils en premier qui ont violé ces accords. Parce que c'était dit dans les accords que les militaires, après les élections, devaient entrer dans les casernes. Et que les civils allaient poursuivre le processus de démocratisation du pays. Ils l'ont pas fait, donc ça a délié les militaires et les militaires ont décidé de faire un coup d'État. Maintenant, ce qu'il faut dire, aujourd'hui, il y a une nécessité de doter le pays d'une nouvelle constitution. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, si nous sommes dans ce scénario, c'est parce qu'on a une constitution qui est un peu, faillible, une constitution qui est flexible. On a fait sauter les verrous, les intangibilités, l'article 27 de la Constitution qui limitait les mandats, on l'a fait sauter. Et on a une constitution dans laquelle on est dans un pouvoir trop présidentialiste. Le chef de l'État a beaucoup de pouvoir et beaucoup d'observateurs ont dit qu'il fallait limiter ce pouvoir du chef de l'État pour celui qui viendra après, qu'on ne puisse pas fabriquer quand même un roi qui va répéter les mêmes choses. Et lorsque Doumbouya dit qu'on va tirer les leçons du passé, on va éviter de commettre les erreurs du passé, donc il faut s'attendre quand même à la rédaction d'une nouvelle constitution. Et plus loin, il y a aujourd'hui une plaie dans la cité, ce sont les partis politiques. Nous avons une sorte de kyrielle de partis politiques. 300 partis politiques pour 12 millions d'habitants et 246 857 km², c'est beaucoup. Et ça participe aujourd'hui, disons, à une sorte de parcellisation de la société ou les conflits entre ethnies. Parce que les gens ne votent plus par idéologie ou à cause de votre projet, mais parce qu'ils s'identifient à vous en tant qu'ethnie. Et c'est pas... Malheureusement. On n'a jamais voté un projet en Guinée. Justement. Et peut-être le fait de voter pour un leader parce que vous êtes de son ethnie n'est pas un crime. C'est les grandes gueules. L'ethnie n'est pas le problème, mais c'est l'ethnostratégie. Parce que l'ethnie, c'est un jugement de valeur. Même entre l'homme et la femme, il peut y avoir un jugement de valeur. Mais c'est ce que l'on fait qui devient un problème. Donc aujourd'hui, il faut repenser cela. Il y a des propositions qui sont en train d'être faites.
Donc il y aura une nouvelle constitution qui sont en train d'être faites à la jeune pour dire il faut limiter le nombre de partis. Pas en disant aux gens ne créez plus de partis, parce que si vous le faites, vous donnez un coup de canif au système démocratique, mais plutôt en créant 2 blocs. Comme ça se fait aux États-Unis. Vous avez les républicains et les démocrates. En France, vous avez la gauche et la droite. Même Dieu a créé les choses 2 à 2, l'homme et la femme. La nuit et le jour. Quiconque est au milieu. Alors, quiconque est au milieu, vous avez un problème de conviction, de positionnement. Donc aujourd'hui, beaucoup militent à ce qu'il y ait 2 blocs. Et pour 2 blocs, il faut que cela soit consigné dans la Constitution. Pour éviter qu'on commette les erreurs du passé. Lansana Conté avait dit, aller avec un multipartisme, ça allait créer des tensions dans la cité. Alpha Condé, Mamadou, à l'époque, c'est Radio Diallo, on dit non, il faut aller vers le multipartisme intégral. Conté a proposé le bipartisme, et puis les autres ont fait... Justement, les autres n'ont pas compris. Mais les pays que vous prenez en exemple, les États-Unis ou bien la France, il peut y avoir des partis. Pas dit, il faut 2 blocs. Non, il y a il y a 2 blocs qui ont émergé et qui s'imposent. C'est vrai qu'il y a des partis indépendants. On n'impose pas. Il y a des partis indépendants, mais aujourd'hui, tenons compte de nos réalités. L'Afrique... En fait, Diba, le problème que l'on a, si tu permets, le problème que l'on a pose la question de l'idéologie. Parce que c'est l'idéologie qui est à la base de ce genre si vous voulez, de répartition, de stratification de la classe politique. Ici, en Guinée, c'est dans ce pays qu'on a vu le PADES s'unir avec le PDG. Le PADES qui est libéral. Avec un PDG qui est, disons, communiste. Comment vous comprenez? C'est pourquoi je dis le débat. C'est la question idéologique à la base, c'est ce qui doit unir les gens. Justement. Mais ça n'a jamais été. Maintenant, c'est pourquoi ça n'a jamais été la trame qui unisse. Pour finir rapidement, c'est pourquoi je dis, lorsque vous votez pour un parti, c'est pour 3 choses, soit l'ethnie, l'idéologie ou le projet de société. Donc le débat peut être amené devant le CNT qui sera mis en place pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que plus de partis pour un petit pays avec une population aujourd'hui dont la maturité n'est pas encore aussi ça en termes de démocratie, il faut repenser cela. Et pour finir, la question électorale, parce que c'est l'une des causes de nos problèmes. Nous avons une constitution qui n'est pas adaptée au code électoral. Beaucoup d'acteurs l'ont dit. Donc on ne peut pas revenir à la constitution de 2010 si on veut vraiment repenser le système électoral. Parce que dans le code électoral, on dit, dans certaines zones, on peut, à main levée, adopter une position par rapport au vote. Alors que dans la Constitution, on dit que le vote, il est secret. Donc, il y a tout cela qu'il faut revoir, à mon sens, pour éviter quand même qu'on retombe dans les mêmes scénarios, comme ce qui s'est passé cette année, et 10 années après, qu'on puisse revenir dans les mêmes émissions à parler de la même chose. Voilà, Diba Milimono. Allez-y, Daouda Mohamed Kamara. Moi, je crois qu'elle soit celle de 2020 ou celle de 2010, aucune des deux n'a acquis la légitimité du peuple. Quand on prend, je m'explique, quand on prend la constitution de 2010, la constitution de 2010, il y a des éléments qui sont reprochés à la composition même du CNT. Parce que on a procédé par le système de cooptage. On a pris les amis, on a mis des gens comme il fallait vite aller vers l'élaboration d'une constitution. On a vu qu'il y a eu la règle qui a été biaisée, les accords de Ouaga, la règle a été biaisée et on est allé à la constitution parce que c'était un religieux qui était prévu pour la présidence du CNT. Ça n'a pas été le cas. Alors les gens sont venus, on a vu cette constitution. Quand vous la lisez, vous comprenez que les gens ont rédigé cette constitution selon leurs prétentions politiques. C'est-à-dire compromis. Avec beaucoup de compromis. Les gens, ils ont élaboré, bon, peut-être que lorsque nous serons à tel niveau, voilà ce que cette partie de la constitution peut nous permettre d'obtenir. Et c'est là passé. En 2020, on a vu, là, déjà en 2010, il n'y a pas de légitimité qui s'impose là. En 2020, on a vu également ce qui s'est passé. Les grandes gueules. C'est pas que... Il y a également le mode d'adoption. Le mode d'adoption. Le peuple n'a pas voté. Il n'y a pas eu de référendum. Il n'y a pas eu de référendum. En 2020, c'est vrai aujourd'hui qu'une partie de l'opposition dise que la constitution de 2010, elle est la bonne, elle est celle qu'il nous faut. C'est parce que on a vu l'intention ou je vais dire, les sentiments d'Alpha Condé à aller vers ce 3e mandat. Voilà pourquoi il y a eu ce bloc qui s'est formé pour s'opposer à son changement, au changement de la constitution de 2010. Ce n'est pas qu'on s'est opposé à son changement à un moment donné
que cette constitution, elle est toute parfaite. Elle n'est pas toute parfaite. Quand vous écoutez bien, ou qu'il parle avec sincérité, avec honnêteté sur la constitution de 2010, vous révélez qu'il y a des problèmes qu'il faut aujourd'hui corriger dans cette constitution. Et puisqu'il y a ces deux blocs qui se dégagent aujourd'hui autour des deux constitutions, 2010 et 2020, moi, je me dis, j'ai bien aimé quand même que le chef de la junte, à chaque prise de parole par rapport à la Constitution, on va écrire. Ce n'est pas une réécriture qu'il nous parle ici, c'est l'écriture de la Constitution. Et puisqu'il parle également, il utilise le terme la refondation de la République, on a plein de problèmes. Guiba l'a rappelé tout à l'heure, il y a une dichotomie entre la Constitution et le code électoral. Et le code électoral, vous allez prendre également la loi sur la CENI, par exemple. Il y a une distorsion entre les trois documents. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut chercher tout de suite un organe qui nous amène à des élections où il faut retravailler pour mettre une symbiose entre la Constitution, les autres lois qui peuvent entrer en jeu pour les diverses élections dans notre pays, où il faut aller élément par élément. Moi, je me dis, je tiens bien à ces deux concepts. Quand il dit l'écriture de la Constitution, c'est-à-dire il faut aller vers une nouvelle Constitution qui soit adoptée par le peuple. C'est-à-dire on va à un référendum. On va à un référendum. La Constitution elle est écrite. Le peuple adhère à l'idée de la Constitution qui est écrite. On vote et le référendum ça passe. Et si ce n'est pas le cas, alors qu'on voit bien, ce n'est pas dit que 2010 est la constitution parfaite ou 2020 est la constitution parfaite, parce que tout a été écrit avec les éléments de manquement qu'on connaît dedans. Mais moi, je pense qu'il faut aller à cette écriture aujourd'hui, mais sans oublier les éléments qui permettent aujourd'hui de savoir tous les problèmes du peuple. Parce que c'est la Bible quand même de la République. La Constitution. Lorsqu'elle n'est pas celle qui prenne en compte les préoccupations de la population, les aspirations de la population, on va aller, il y aura encore des voix qui vont s'élever pour dire que nous ne sommes pas pour ceci, nous ne sommes pas pour cela. Mais lorsqu'on va à l'écriture et à la soumettre à un référendum, je crois qu'on pourrait mieux s'en sortir, même si cette perfection n'est que divine. Voilà, c'est bien dit. Daouda Mohamed Kamara, vous voulez rajouter? Juste une phrase pour en rajouter à ce qu'il dit, parce que la Constitution de 2020, vous vous rappelez, celle que l'on a votée n'est pas celle qui est passée au crible, ni à l'Assemblée nationale, ni à la Cour constitutionnelle. Ça a été falsifié. Elle, déjà, il faut savoir que c'est pas une bonne, parce qu'il y a plus de 21 dispositions qui ont été transformées entre l'examen au niveau de l'Assemblée nationale et le vote. Ça reste une chose. C'est cela le problème. Et un niveau d'analyse aussi, peut-être qui peut paraître pertinent. Une phrase, oui, j'ai dit et, donc conjonction de coordination. On va tout mettre ensemble là-bas. Donc, alors, un autre niveau d'analyse que l'on peut associer à cela, c'est quand même la sortie de la CEDEAO. On peut bien se poser la question si cette sortie de M. Cellou Dalein Diallo ne s'aligne pas sur la position de la CEDEAO, parce que la CEDEAO a demandé une transition en 6 mois. Tout ce que l'on entend disent que c'est assez vite. Mais l'idée, c'est un peu d'aller plus vite. Inutile d'aller écrire une autre constitution, on en a une autre commun. Donc revenons à celle que nous avons et puis les choses vont aller très très vite. Voilà. Sans oublier qu'il y a quand même le spectre. Ça c'est la phrase de complément. Sans oublier qu'il y a le spectre de 2010 qui est quand même assez brandi chaque fois qu'on parle de transition en Guinée. Et n'oubliez pas, il y a un point qui beaucoup ont peur de ce point, c'est la limitation d'âge. Est-ce que voilà, dans la nouvelle constitution, le débat, on va exclure personne. Le débat il est posé. Le pays le plus puissant au monde, c'est les États-Unis. Son président, il est très vieux, Joe Biden. Donc moi, sur cette question, je réitère encore, la question d'âge n'a pas de sens à mon avis. Voilà, les jeunes sont trop petits. C'est vraiment la probité, l'intégrité, le patriotisme qui puisse animer les vieux Africains sont compliqués. Allez, vous êtes sur les GG sur Radio Espace. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.
Sur Radio Espace, mais aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à vous tous à l'international. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Mamou. Vous nous écoutez dans ce côté sur 99.7 évidemment, notre fréquence à Mamou. Je le disais tantôt à l'entame de l'émission, depuis la disparition donc de son leader premier, le 29 janvier 2016, l'UPG n'est pas allé mieux. Il le dit ce matin, Tamba, aux prises. Deux héritiers donc revendiquent chacun un droit de succession à la tête du parti de l'Union pour le progrès de la Guinée jusqu'au 5 septembre dernier. Avec la chute d'Alpha Condé, les cartes ainsi rabattues, l'heure est de nouveaux repositionnements évidemment à l'UPG comme dans les autres formations politiques. L'avènement du CNRD est commenté. Annie Domir, la transition dont les termes restent à définir. Question ce matin, quelles sont les propositions de l'UPG pour la transition guinéenne? Jean-Alfred Matos, président de l'UPG, il sera avec nous évidemment dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Un moine catholique agressé et traîné par une population en colère à Kendoumaya, à Koya, au monastère donc catholique. Les choses sont allées plus vite que prévu. Un vieux conflit à rebondissement portant sur un domaine attribué donc à l'église catholique depuis une trentaine d'années a fini donc par dégénérer avant l'intervention des forces de l'ordre. Laurent Aimable Leno, secrétaire général du conseil diocésain de l'AICA, c'est bien cela, il sera avec nous dans cette émission ce matin, les GG sur Radio Espace Guinée. Le problème, c'est nous les hommes en boubou. C'est un imam qui confesse ce matin dans les GG. Un imam brise donc le silence sur la transition et les dérives qui ont conduit donc. Il indexe les religieux et les coordinations régionales qui, dit-il, ont préféré chercher à s'enrichir. Qu'est-ce qui fonde ces déclarations? Imam Elhaj Mohamed Sherif Abdallah, il sera avec nous dans cette émission. Des surprises à venir dans cette émission. Je vous en dirai plus, mesdames et messieurs, avec une exclusivité mondiale. On va le dire comme ça. Allez, on s'intéresse à cet autre sujet, mon cher Tamba Zakari Milimono, évidemment. Et on continue avec les rencontres avec la junte, école et motel. Donc, rencontre la junte. Donc, Mohamed Kamara. Non, mais comme c'est un tenancier, on va l'écouter. Anaouda. Non, je ne suis pas un tenancier. Non, je ne suis pas un tenancier. C'est pas ce que m'a dit Poutine. Poutine. Bon, Poutine, c'est Poutine. Voilà. Bien. Allez. Non, on a deux clients. On a deux clients. Non, on a deux clients en studio. Je ne dirai pas le nom. Il y a l'un qui n'est pas là. Vous allez le voir tout à l'heure. C'est Antoine. Et l'autre, c'est qui? C'est Daouda. Non, l'autre est là. Voilà. Il est de l'équipe d'en face. Donc, ils ont fini par rencontrer hier. Hein, ouais. C'est un peu le safari, le défilé des acteurs de la société qui continue dans le cadre des concertations nationales. Oui. Et c'est un exercice, on l'a dit plusieurs fois, c'est un exercice démocratique qui permet à la fois la participation et l'inclusion. Participation à la décision, l'inclusion justement dans la prise en compte des opinions et des avis. Justement, si tout ceci s'organise très très bien, ce serait important de prendre ceci en compte. Maintenant, je veux simplement ouvrir un élément de réflexion pour voir ce que ça peut donner avant de présenter cette situation sur les écoles, les universités en particulier. Voyez-vous, des gens viennent et ils prennent la parole. Je vois le colonel lui-même noter. Ouais. Je vois quelques officiers également à côté qui notent. Je pose la question, on ne sait pas comment ça c'est en train de fonctionner, mais il faudrait absolument avoir un secrétariat qui est là avec des fiches d'enregistrement de ce type de propos. Parce que grâce à ces fiches-là, on va pouvoir dépouiller les avis, les traiter, donc les examiner, les loger chacun par type et retenir les propositions qui reviennent le plus important. De cette façon, avec des outils, avec une méthode bien étoffée, c'est de cette façon, à mon avis, que ces consultations risquent de porter. Sinon, ça va rester à cet exercice à la guinéenne où les uns parlent et le colonel, il réagit. Étant donné, bien entendu, que quand même ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Il y a certainement déjà une ligne de conduite qui est toute tracée, qui ne favorisera pas, si ceci n'est pas organisé de cette façon, ne favorisera pas la prise en compte des autres avis. Ça, c'est une chose.
Maintenant, les écoles aussi, on les a entendues. Et notamment les universités dont on a suivi beaucoup de recteurs qui ont pris la parole hier. On les a vus sur les antennes de la télévision nationale, qui sont revenus sur la question des orientations. Les grandes gueules. La question des orientations est très importante pour eux. Vous savez tout le tollé que ça a fait, au point qu'on ait eu ici dans ce studio une sorte de corps à corps entre Bano Bari et Ousmane Kaba, venus défendre la position et les intérêts des universités privées. Ça reste une chose. Et c'est là-dessus justement qu'il va falloir interpeller aussi la junte. Il y a la concertation nationale. C'est bien que tous les acteurs viennent, que tout le monde soit entendu. Mais il y aura aussi le moment des experts, de l'expertise, où les savoir-faire doivent parler, où ils doivent prendre la parole. Parce qu'il y a cette volonté de légitimer une action, de se faire accepter et de voir toute la population adhérer. Mais il y a une obligation de la gestion d'État qui fait qu'à un certain moment, après avoir écouté tout le monde, il faudra en écouter d'autres, confronter les avis qui ont été émis justement à la réalité de l'exercice qui est celui de l'administration de l'État. Je rappelle que sur 9 ans, les universités privées qui ont reçu des boursiers de la part de l'État ont dû se voir payer une manne de 150 milliards de francs guinéens. Sur 9 ans. 9 ans, ok. Sur 9 ans. Ouais. Sur ces 150 milliards, c'est important de dire que 70% des 150 milliards sont partis à seulement 7 universités. Alors qu'on en avait une quarantaine. À 7 universités. Et Bano l'a dit plusieurs fois. De ces 7 universités qui reçoivent les 70% des 150 milliards, il y a une université qui, à elle seule, a touché autour de 35% de ce montant. On sait de quelle université les grandes gueules. C'est quelle université? C'est bien Kofi Annan à l'époque, d'après ce que le professeur Bano Bari nous a dit. Et l'enseignement privé, donc au niveau du supérieur, c'est lui qui recevait les 21% des admis au baccalauréat. C'est-à-dire que sur la masse des admis aux examens d'entrée dans les institutions d'enseignement supérieur, il y avait 21% de tous les effectifs qui allaient auprès des universités privées. On avait dit à l'époque qu'à la fois ça aiderait à qualifier les résultats, ça désengorgerait les universités publiques et ça qualifierait les enseignements. Maintenant, Lamine, il y avait quand même pas mal de magouilles autour de cette situation. Ça a été largement dit. Il faut quand même rappeler qu'il n'y avait pas d'harmonisation au niveau des prix. Je donne un exemple. Un étudiant de sociologie qui était dans une petite université quelque part là-bas, imaginons, je donne un nom comme ça, Tierno Makabari, un étudiant en sociologie devait pour sa bourse d'études, on versait 3 millions de francs guinéens par an. D'autres universités, pour la même filière, donc sociologie, touchaient plus. Ça partait de 3 millions à 4 500 000 au moins. Donc vous vous rendez compte, cette harmonisation-là n'existait pas. Comment peut-on, le même État, comment vous comprenez que le même État paye 3 millions pour toi la mine, 3 millions pour une même filière que moi, alors que chez moi, le même État accepte de payer 4 500 000 ou plus. Ouais. Situation assez particulière qui a été relevée dans le cadre de ce travail-là. Les grandes gueules. Les universités privées ont compris un jeu. Parce qu'il y en avait qui faisaient aussi En fait, il y avait des disciplines qui coûtaient plus cher. C'est comme mine et géologie, c'est comme médecine. Il y avait des facultés qui coûtaient beaucoup plus cher. Et donc, ce que l'on fait, vu que souvent, le plus grand nombre d'admis, c'est en sciences sociales. Et les sciences sociales, c'est sociologie, c'est droit, c'est sciences po, c'est géographie, ainsi de suite. En sciences sociales, puisque ça coûte moins cher, la médecine qui peut partir de l'ordre de 17 à 20 millions, ce qu'on faisait, c'est qu'on inversait les chiffres. Ceux qui sont orientés dans les disciplines des sciences humaines et sociales se retrouvent à être attribués les montants qui vont pour ceux qui font par exemple médecine ou géomine. Ça veut dire tout simplement qu'au lieu de toucher normalement, régulièrement 3 millions, l'étudiant qui doit percevoir en termes de bourse 3 millions de francs guinéens se retrouve à toucher 17 ou 20 millions de francs guinéens.
Et sauf que ça bénéficiait aux écoles privées, donc aux universités privées, qui bénéficiaient indûment justement de cet argent. Et puis, la biométrie est venue. Lamine, vous savez ce qui s'est passé quand il s'est agi de biométrie, vu qu'il fallait aller contrôler sur place. D'après les informations que nous avons pu glaner, certaines universités ne se sont pas empêchées d'acheter des extraits d'actes de naissance vierges. Extraordinaire. Et de les remplir. Donc, des fictifs qui étaient là. Absolument. Extraordinaire. Et mais fictif, encore... ouais, je comprends très bien. Mais bien sûr. Mais ça, c'est une complicité avec le département, mon cher Tamba. Mais pas que ça. Ben voilà. Et les états civils aussi. Ben. C'est aussi avec les états civils. Possible, ouais. Le monsieur, il existe. Tous les papiers, il en a. Il a même un visage. Ouais. Mais au fond, il n'existe pas. gueules. C'est comme ça qu'on réussissait à le faire, oui, parce que pour exister, dans notre société moderne, pour exister, il faut avoir un excès d'acte de naissance. Évidemment. Donc il suffisait d'avoir ça, de le remplir ensuite. C'est fini, on t'attribue un père, on t'attribue une mère, et puis voilà, c'est fini. Même une photo. Mais ben absolument. Eh ben. On s'arrangeait de cette façon. Mais c'est la folie. Ce sont les informations que nous avons obtenues. Et encore une fois, il faut le dire, écoutons tout le monde dans le cadre de ces concertations-là, mais faisons attention à nos démons du passé, parce qu'ils sont encore là. Vous savez, le démon, exactement, les démons sont en veilleuse, ils savent s'assagir en attendant justement que la petite brèche se présente, et puis paf, et c'est parti. C'est reparti. Et ben voilà, allez-y, mon cher Jacques Lewa. Voilà, c'est un peu comme on le disait hier, quand les magistrats ont voulu tout mettre sur Alpha Condé. Avec l'enseignement privé dans notre pays, on ne devrait pas oublier que ce qui a été fait par le gouvernement Alpha Condé dans ce domaine a apporté quelque chose. Il y a eu un assainissement quand même. Il faut reconnaître qu'il y a des actes qui ont été posés par le gouvernement Condé qui sont bons et qui doivent être pérennisés. Voilà, on peut pas dire... le bébé avec l'eau du bain. Donc on peut pas dire aujourd'hui, parce qu'Alpha n'est pas là, bon, tout ce qui a été fait était mauvais. Moi, je les ai écoutés, mais je me disais, bon, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que c'est d'amener le colonel à dire, bon, tout ce que Alpha a fait là, c'est mauvais et puis on va tout corriger? Non. Ce qu'il faut mentionner, au-delà de ce que Tamba a donné comme explication, il y avait une sorte quand même d'injustice pour l'étudiant qui partait au public, entre l'étudiant qui partait au public, comme nous, et puis l'étudiant qui partait, n'est-ce pas, au privé. Il y a pour certaines filières pour lesquelles l'État déboursait pour un étudiant 10 millions, 11 millions, 13 millions, alors que pour celui qui partait au public, celui qui lui donnait le cours avait un taux horaire qui tournait autour de 45 000 francs guinéens, selon bien sûr le diplôme. Le plus cher payé, ceux qui ont le doctorat, étaient payés à 50 000. Si vous évaluez ça, vous avez environ 2 500 000 ou 3 millions. Vous ajoutez à la pécule annuelle qui est reversée, n'est-ce pas, à cet étudiant, c'est un montant qui n'atteint pas 5 millions. Vous voyez l'écart entre les 5 millions et puis 11 millions qu'on est en train de payer de l'autre côté, alors que ce sont les enfants de la même république. Donc ça, c'était déjà un problème. Question, c'est de savoir, est-ce que c'est des zones différentes? J'ai envie de savoir. Conakry, non, à Conakry. Rien qu'à Conakry, parce que c'est ici, il y a une forte concentration, n'est-ce pas, des universités privées. On a pu le comprendre. Ce n'était pas du goût peut-être de l'étudiant forcément d'y aller. C'est vrai que l'État a une certaine responsabilité, parce que l'État n'a pas été capable de régler définitivement le problème de place dans les universités. Ça, c'est aussi une vérité qu'il faut mentionner. On a vu cette scène du côté de Symphonia, où des étudiants dans l'amphithéâtre qui étaient obligés de venir très tôt et puis s'arrêter. Parlons de nous, moi je venais à 6 heures et ça a continué jusqu'à maintenant. Je crois qu'en même temps qu'on a envie d'assainir, ce qui est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas qu'on évolue dans l'injustice et qu'on continue à enrichir certains au détriment d'autres. Il faut en même temps que l'investissement de l'État puisse suivre dans ce domaine. J'ai vu par exemple au niveau de l'enseignement préuniversitaire, l'État a été obligé de racheter quelques établissements privés. Je connais un établissement à Lansana Barrage qui a été racheté par l'État, et il y a également un établissement où le brevet d'études a été lancé cette année par le gouverneur de Conakry, je crois à Simbaya ici, qui a été racheté par l'État.
je crois, pour les universités qui sont en difficulté. Parce qu'il y en a qui ont été obligés de ramener, n'est-ce pas, l'enseignement pré-université, d'oublier avec l'université. Pour ces écoles-là, l'État peut entrer en négociation, racheter pour que le problème d'espace, le problème de place soit définitivement réglé. En tout cas, il faut bien qu'on dise, il y a coup d'État, mais ce n'est pas le temps de tout le mensonge. Je suis d'accord, totalement d'accord avec cela. Parce qu'actuellement, tout le monde est en train de se blanchir devant Doumbouya. Moi, ça va, je n'ai pas eu de problème, c'est parce qu'il y avait ceci, il y avait cela. Mais il n'est pas bête. Il n'est pas bête, heureusement pour nous. Mais je veux imager ce qui se dit là par rapport aux universités, en prenant l'exemple sur aujourd'hui, par exemple, nos départements ministériels. Ce qui se passe, par exemple, il y a beaucoup de départements qui sont logés chez les privés. Et beaucoup d'établissements, enfin, de ministères qui étaient dans des bâtiments attribués à l'État, aujourd'hui se sont retrouvés dans des bâtiments construits par des privés où l'État paye la location. Et cela, la proposition vient même des responsables de nos entités. Au lieu de dire à l'État, vous avez déjà des espaces comme Coloma et autres, allez investir et puis nous allons rester là. Mais non, avec comment je vais dire cela, des partenariats, parce que souvent ce sont des proches, on propose à l'État des marchés qui n'arrangent pas l'État. C'est pour dire qu'à un moment donné, les gens partent de la défaillance de notre système pour proposer des solutions qui les arrangent eux. Parce que normalement, les universités privées, ça existe, ça a toute son importance dans tous les pays, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit délaisser l'enseignement dans les publics. Mais vous remarquerez, du primaire à l'université, aujourd'hui, l'enseignement dans le public a perdu toute sa valeur. Vous allez dans les universités publiques aujourd'hui, vous avez plus d'égards pour les universités privées parce que pour certains qui semblent disposer même de labos, pendant ce temps, on a un ministère et puis on a des écoles comme l'université de Joomina Bokeh qui, dans les labos par exemple, ne disposent pas de matériel. Ce sont des choses en fait qu'il faut corriger, mais on ne s'y attelle pas. Et parallèlement, ce sont des Guinéens qui observent ce qui ne va pas. On propose parallèlement des solutions. Et évidemment, ce qui vient là, c'est l'argent, c'est une manne financière qui va dans la poche des particuliers. C'est bien dommage. Et j'espère, il faut le répéter, Doumbouya doit écouter tout le monde, mais qu'on ne perde pas de vue ce qui a déjà été fait, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut laisser. Bien. Mafoudia Bangoura, il est prévenu, Doum. Allez-y. Oui, la question d'orientation, par exemple, dans les universités privées, parce que moi, je viens de privé, c'est un couteau à double tranchant. Parce que d'un côté, c'est vrai, ça coûtait beaucoup à l'État guinéen. Il faut rappeler que c'est depuis 2006, on a décidé d'aller avec cette politique d'orientation dans les universités privées parce qu'à l'époque, l'État n'avait pas de place dans les universités publiques. Donc en 2006, ils ont décidé d'orienter certains élèves dans les universités privées. Alors, il faut rappeler que 16%, normalement, le budget est alloué à l'éducation. De 2008 à 2017, c'était 16%. Et on parle de 1450 milliards de francs guinéens, soit 130 millions d'euros, auraient ainsi servi, selon les autorités, à payer les bourses des étudiants inscrits dans le privé. Donc, c'était beaucoup d'argent pour l'État guinéen. Il fallait repenser un peu les caisses de l'État et la politique budgétaire qui était mise en place. Donc, plus loin, on poursuit dans le même rapport qu'en 2017, 258 milliards, soit 33% du budget de l'enseignement supérieur allait au privé contre 211 milliards, 27% au public. Donc, il y avait quand même, disons, c'est un peu disproportionné par rapport un peu à la politique budgétaire. Donc, le président Alpha Condé, il vient au pouvoir, il constate cela, il dit il faut inverser la tendance. C'est vrai qu'il fallait inverser la tendance, mais je pense qu'on est tombé un peu dans cette politique qu'on a souvent cultivée depuis des années. On veut des réformes, mais on ne jette pas les bases. Pour prendre une telle décision, à mon sens, il fallait d'abord repenser la chose, parce que ce qui a amené l'État en 2006 à envoyer les jeunes dans les universités privées, parce qu'il n'y avait pas de place dans les universités publiques. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps, après quelques années? Donc il fallait créer des établissements, d'abord pour dire si nous fermons les universités privées, on peut accueillir ces jeunes dans certains espaces. Mais on ne l'a pas fait, ce qui a fait qu'à Somfonia, vous avez jusque-là des jeunes qui sont obligés de s'arrêter au niveau de la véranda et suivre les cours. Donc à ce niveau, il faut d'abord penser à avoir des infrastructures, disons, à ce niveau, avant d'interdire d'envoyer des gens dans les universités privées. Parce que l'État a sa responsabilité. Qui donne l'agrément à ces universités privées? Parce qu'on disait que les programmes ne sont pas respectés, les enseignants qui viennent n'ont pas de niveau et tout le système n'est pas établi. Donc, ceux aussi qui donnent l'agrément, c'est le ministère. Donc, il y a une responsabilité engagée de l'État dans la situation. Je suis d'accord qu'il faut économiser ce que nous avons parce que nous avons peu et notre politique d'allocation n'est pas bonne. Donc, plus qu'on en gagne. Dans le public. Justement. Allez-y, Daouda. Allez-y, Daouda, s'il vous plaît.
C'est une réalité que les agréments sont pris du côté du ministère. Il faut aussi rappeler qu'il y a pour chaque université privée un parrain au ministère. Ouais. Il y a toujours un parrain. Sinon, certains promoteurs sont d'ailleurs des cadres du ministère. C'est eux qui se retrouvent pour dire que bon, je vais ouvrir une université puisque l'État oriente là. Et l'aspect qu'il a ressorti en bas, par exemple, la confection, par exemple, des extraits d'actes de naissance et autres, la personne, le nom existe. Le nom, il est par exemple, l'étudiant, il est physiquement à l'université de Nelson Mandela par exemple, et de l'autre côté, dans une autre université, Tchernobari, on peut inventer tout. On dit, il s'appelle Daouda Mohamed Kamara, filiation telle. C'est un autre visage qui vient. Mais vous allez retrouver le même nom dans une autre université et l'État, ou en tout cas ceux qui font le travail, ferment les yeux là-dessus et on va avec. On laisse passer les choses parce que derrière, après chaque fois que les tranches tombent dans les universités, il faut se dire que ce sont les plastiques noirs qui sont fabriqués et qui sont faits pour déposer chez les parrains. Et les parrains savent, et c'est les parrains même qui informent que bientôt la tranche va tomber. Ouais. Et dès que la tranche tombe, les 10% ou les 20% tout de suite sont orientés là. Mais il faut que, puisqu'on est arrivé au terme de ça, il faut qu'on revienne sur l'autre aspect. Voilà, avec vous, avec plaisir, Daouda Mohamed Kamara, évidemment. Je sais, il veut parler des motels, entre autres, mesdames et messieurs. On va revenir à 10h. Beaucoup de choses à dire ce matin. Une surprise, une exclusivité vous attend là. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Le 00224 657 39 13 13. Avec vous, 10h10, c'est 10h10. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.